Président. Merci d'avoir accepté de nous parler aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi. Vous êtes ici à Washington pour participer au sommet convoqué par le Président Obama avec vous et vos collègues, vos homologues africains. Alors, qu'attendez-vous de ce sommet? Je vous remercie. Ce sommet convoqué par le Président Obama, qui est un sommet convoqué pour la première fois sous ce format entre l'Afrique et les États-Unis, va certainement être un moment de déclic pour apporter des réponses attendues sur notre coopération commune entre l'Afrique et les États-Unis, sur les thèmes qui sont actuels, tels que la sécurité et la paix en Afrique, les thématiques sur la jeunesse, l'avenir du continent, mais surtout sur l'investissement, puisque depuis plus de 10 ans, depuis la mise en place de l'AGOA, nous avions compris que l'avenir des relations, c'était moins l'aide que le partenariat à partir de l'investissement et du commerce. Mais il y a des obstacles. 10 ans après, 12 ans après, nous devons faire le point et donner une nouvelle dynamique à cette coopération entre l'Afrique et les États-Unis. Je pense que ce sommet abordera, entre autres, ces sujets d'actualité et donnera des perspectives pour l'avenir des relations entre l'Afrique et les États-Unis. Monsieur le Président, comme vous le savez, nos auditeurs s'intéressent beaucoup à l'expérience démocratique sénégalaise. Donc, il y a des sujets d'actualité dont on aimerait discuter avec vous. Pour commencer, le livre du colonel Aziz Ndao, l'ambassadeur mis en cause a démissionné, pour ainsi dire. Et celui qui a écrit le bouquin, le colonel Ndao, a décidé, a été rappelé, va revenir à Dakar. Quelle est votre évaluation de cette situation? Vous savez, le militaire a des obligations que n'a pas forcément le civil, puisqu'il a une particularité, c'est un homme armé, c'est un homme qui dispose de la force, et en tant que tel, on a encadré sa liberté. Et c'est par une volonté donc individuelle qu'on adhère à ce principe. Et le militaire a des obligations de réserve, même que le fonctionnaire a. Mais surtout ici, il y a des obligations. Et s'il y a un manquement constaté dans ces obligations, comme la publication d'un livre de cette nature pour un officier supérieur en activité, évidemment, le règlement militaire va s'appliquer. Ça, c'est le premier principe. Maintenant, le second principe, c'est qu'il a posé des problèmes dans le livre qui sont en train d'être examinés. J'ai moi-même demandé à l'inspection générale des forces armées de faire une enquête par rapport aux allégations faites. Il a été rappelé, lui, l'officier colonel qui a fait cet ouvrage, et j'avais également fait appeler l'ambassadeur, le général Fall, en poste au Portugal, qui est venu à Dakar et qui lui-même, de son propre chef, a préféré vraiment être déchargé pour pouvoir éventuellement se défendre. Et donc, je crois que tout cela a été fait en peu de temps et il faut s'en réjouir. Maintenant, il ne faut pas aller vite en besogne. C'est des questions qu'on ne peut pas traiter dans la rue. C'est des questions qui seront traitées de façon responsable, comme on le fait dans un état de droit. Mais vous encouragez la transparence dans votre administration? Bien sûr. Ça, c'est un credo. Il y a un autre sujet d'actualité, le procès de Karim Wade, qui s'est ouvert récemment à Dakar, la semaine dernière, pour tout dire. Naturellement, je ne vais pas vous poser des questions qui pourraient compromettre l'intégrité de la procédure. Je voulais tout simplement vous demander, puisque c'est assez rare en Afrique, on a vu l'exemple de l'Égypte par exemple, mais c'est assez rare en Afrique. Pourquoi avez-vous décidé justement de le juger? De le faire juger, la nuance est très importante. Ce n'est pas de le juger. Il appartient à la Cour de juger, à la justice de lire le droit. Oui, moi, j'ai en charge, en tant que président de la République, la politique du pays. Et dans la politique, vous avez la politique judiciaire. Dans cette politique que moi j'ai initiée, il y a déjà dans mon programme de candidat la reddition des comptes et le fait également que tous ceux qui sont dépositaires de mandats publics doivent désormais pouvoir rendre compte. C'est un principe de base en démocratie. Et j'ai mis en place des dispositifs déjà pour notre gouvernance à nous. Depuis lors, nous avons créé l'OFNAC, qui est l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, qui est aujourd'hui
en pleine croissance et qui va recevoir l'ensemble des déclarations de patrimoine. Moi-même, j'ai fait ma déclaration de patrimoine. C'est la première fois que ça se fait au Sénégal. Et l'ensemble des assujettis, c'est-à-dire des personnels qui gèrent ou des autorités qui gèrent des fonds publics supérieurs à 2 millions de dollars, par exemple, sont tenus de faire une déclaration de patrimoine. Donc ça, c'est une dynamique nouvelle que j'essaie d'imprimer, qui n'est destinée contre personne. Mais c'est plutôt pour le bonheur du Sénégal et pour la préservation de ses ressources. Imaginez que dans 10 ans, que cela redevienne le principe et mais c'est toute notre économie qui va bénéficier et c'est toute la société sénégalaise qui gagnera dans ce principe. Donc, mais comme nous sommes en phase de démarrage, les transitions sont difficiles, mais très vite, les gens se rendront compte que c'est ça la norme. Aux États-Unis, ça se fait, ça ne dérange personne. Mais nous venons de le commencer. Donc c'est normal qu'il y ait des difficultés. Mais je pense que dans quelques années, tout le monde comprendra que si on veut prendre un mandat public, il y a des contraintes. Et soit on accepte d'y aller avec les conséquences, c'est-à-dire on n'a plus la liberté de faire ce qu'on veut, on doit rendre compte régulièrement, on doit faire la reddition et au besoin, à la fin de son mandat, on doit aussi faire une nouvelle déclaration de patrimoine. Donc ça, c'est vraiment dans la gouvernance que j'ai initié cela. Je sais que ça ne plaît pas, y compris dans mon propre camp, puisque les gens ils considèrent que le pouvoir, c'est l'exercice aussi des privilèges, c'est le lieu où on doit pouvoir se réaliser selon sa volonté. Or, malheureusement, ce n'est plus le cas. Donc, Monsieur le Président, c'est avec le plus grand respect que je vous pose la question, mais la presse en parle, surtout après les élections locales. Dans certaines mairies, vous avez certains parents, des membres de votre famille, celle de votre épouse. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour les candidats Sall, Faye, voire Dia? Dia, oui, parce que maintenant on me donne tellement de noms. Oui, mais je pense que les gens doivent être plus sérieux dans le débat. Ces personnes qui sont visées dans ces élections, heureusement que ce sont des élections. Ce ne sont pas des décisions du président de la République par son pouvoir régalien qui est mis son frère, par exemple, à Guédiawaye, qui est l'une des principales villes du Sénégal. Il a pris sa responsabilité en allant militer à Guédiawaye, avant même de me demander mon avis. Il a été sanctionné par le vote des citoyens de Guédiawaye. Et dès qu'il s'est manifesté, le débat a fait rage. Pourquoi il vient? Il n'est pas d'ici, c'est de la dynastie, etc. Mais le peuple de Guédiawaye a choisi. Il en est de même pour celui qui est mon beau-frère, qui est maire de Saint-Louis. Il s'est offert aux citoyens, a proposé, il a été élu. Où est la dynastie dans ça? J'aurais voulu que dans l'exécutif, qu'un ministre, qu'un premier ministre ou que des pouvoirs particuliers soient donnés à mes proches, on ne le citera pas. Et pourtant, j'aurais pu le faire, puisque depuis le président Senghor, d'ailleurs, depuis que le Sénégal existe, tous les chefs d'État ont pu, à un moment ou à un autre, nommer parmi leur entourage. Ça n'a jamais été le problème. D'ailleurs, je ne le reproche à aucun des chefs d'État qui a eu à le faire. Mais aujourd'hui, je pense que c'est un mot d'ordre politique qui peut mobiliser. Mais les élections viennent de mettre fin à ce débat stérile, puisque finalement, la souveraineté elle appartient au peuple. C'est au peuple de décider. Si le peuple décide d'élire Aliou Sall à Guédiawaye, écoutez, qu'on arrête de parler de dynastie Sall. Si le peuple de Saint-Louis élit Mansour Faye comme maire de Saint-Louis, je pense que le débat, il s'éteint de lui-même. Maintenant, il y a des gens qui continuent à vociférer sur cela. Bon, on est en démocratie et la liberté de parole est aussi consacrée. J'accepte bien que les gens continuent à parler comme ils l'entendent. Deux dernières questions. La première, c'est 2 ans et demi après votre accession au pouvoir, avez-vous toujours l'intention de réduire le mandat présidentiel de 7 à 5? Vous savez, je suis un homme qui ne m'engage pas à la légère. Lorsque je prends un engagement, j'entends le respecter. Il n'y a absolument rien qui ait changé depuis que j'ai fait cette déclaration. Maintenant, les gens voudraient que tout de suite je fasse le changement, je ne le ferai pas tout de suite, parce que ça, je suis responsable de l'agenda. C'est à moi de savoir à quelle période j'entends faire cette réforme. Mais je n'ai fait que 2 ans et demi sur un mandat de 7 ans que je compte réduire. Donc, attends, il n'y a pas de quoi fouetter un chat.
C'est un débat qui n'a pas de sens, je ne le comprends pas. Qu'ils attendent que le président ait fait 4 ans et demi ou 4 ans, 8 mois peut-être pour dire « Ah, il y a risque de non-respect de sa parole ». On n'en est pas encore là. Par contre, ceux qui veulent lancer une campagne électorale maintenant sont pressés de voir le président. Eh bien, ils vont déchanter parce que je ne le ferai pas maintenant. Moi, je suis préoccupé par les tâches quotidiennes de construction du pays. Mais j'entends respecter mes engagements. La dernière question sur la question de sécurité, les djihadistes dans votre région. Qu'est-ce que vous faites pour faire face à cette situation, particulièrement au Mali, en Mauritanie? Ce que nous faisons, c'est d'abord la solidarité entre États, et nous travaillons au sein de la CEDEAO, au sein de l'Union africaine, et en partenariat avec la France, les États-Unis, l'Union européenne et tous les autres États qui sont soucieux de la stabilité et de la paix dans le monde. Et nous essayons par les échanges d'informations à travers la surveillance des frontières, d'avoir une maîtrise de l'information sur les personnes qui circulent et de pouvoir faire face en cas de nécessité aux menaces qui se posent à nos pays, qui sont des menaces nouvelles et qui sont des défis nouveaux par rapport à notre développement. Donc il faut malheureusement que nous intégrions ces nouveaux défis, puisqu'ils sont aussi importants que ceux du développement. Je vous remercie, Monsieur le Président. C'est moi. Merci. Merci.